Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler de cycle dans l'économie. Ça va être un sujet. On va parler également de la sous-performance d'Ethereum par rapport à Bitcoin qui est peut-être en train de se rétracter à ce stade. Et puis, on va faire le tour des news comme d'habitude et de la liquidité. On passe en partage d'écran. J'en profite pour dire à ceux qui le souhaitent de ne pas hésiter à s'abonner, éventuellement venir nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en vidéo. Je fais tous les jours une vidéo privée sur le Discord dans laquelle je donne un petit peu des tutos trading, ce genre de choses, des règles, de risk management, voilà, enfin tout ce qui peut aider entre guillemets la communauté à trader en toute sérénité. On est ici sur le Bitcoin. Le point, on va dire, critique du moment et qu'on peut voir assez facilement, c'est oui, effectivement, un potentiel retournement de la structure, puisque là, on fait un plus haut par rapport à celui-ci, mais un niveau 4 heures, ici, vous le voyez, qui tient bien à ce stade. Ça veut dire qu'ici, on a une défense de la part des vendeurs, qui se met en place et qui se met en place de manière plutôt organisée. Ce 4 heures ici n'est pas perdu. Vous voyez qu'on avait perdu le 4 heures du bas ici puisqu'on avait passé un petit paquet de temps en termes d'heures ici en dessous de ce niveau. Donc là pour le moment on tient juste un daily, un niveau daily. On n'arrive pas à clôturer une daily sous ce niveau, enfin à clôturer, à en faire une entière, ouverture-clôture, et on n'arrive pas à faire une ouverture-clôture en 4 heures au-dessus de ce niveau. Donc pour le moment, pas réellement de signe qu'on va sortir de ce range. Mais si on arrivait à ouvrir et fermer une 4 heures au-dessus de ce niveau, on aurait quand même ici, je pense, des bonnes chances d'aller à minima à 27 et potentiellement retourner la daily pour aller à 28,2. Voilà ce qu'on peut dire pour le moment. Donc cette boîte de liquidité est bien défendue. Celle-ci avait été bien défendue également, mais on en a bouffé une bonne moitié quand même. Vous vous rappelez que quand on avait analysé cette partie-là, c'était l'analyse qu'on en avait eue. Ici, cette montée est quand même un petit peu larvée. C'est pas explosif. Donc on va voir ce que ça dit, un petit peu plus tard. Mais on voit quand même une envie ici d'attaquer ce niveau. Et là, je vous dis, on a quasiment perdu cette 4 heures, au sens où oui, on a une ouverture-clôture là ici qui est au-dessus. Donc on peut éventuellement maintenant, étant donné que ce niveau est perdu, le remonter là et avoir, voilà, pour le moment, on regarde ces mèches et on regarde le système qui fait que ça continue. On a une accumulation, vous le voyez ici, qui tient plutôt bien. Cette distribution-là est perdue, donc on peut la virer. Cette accumulation-là, on peut la virer également. Et ici, on avait gardé ce point également comme un point pivot éventuel à venir revisiter, à savoir 25 880, peut-être un petit moins $400 pour revisiter ce point pivot. Et puis là, ici, vous le voyez, une cassure vers le bas. Globalement, si on regarde les plus petites time frames, on va aller ici aux 15 minutes pour étayer mes propos. On est descendu dans un biseau. Vous le voyez ici, là, comme ceci. Hop, biseau comme ça. On est revenu au point initial de création du biseau, donc ça c'est propre. Et on est peut-être potentiellement en ce moment en train de faire un élargissement ascendant pour remonter 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, on la perd vers le bas. Problème des élargissements ascendants, c'est qu'en général, on a des problèmes pour évaluer les targets. Elles sont assez rarement touchées, mais on peut éventuellement se dire que 26 pourrait être un niveau et 25 912, voire le niveau de création de ce biseau. Et encore une fois, on revient à cette idée d'un potentiel retracement au 25 980. Ça, c'était pour le chartisme. On ira voir la liquidité tout à l'heure. Le chartisme n'a pas toujours raison. Pour le moment, en tout cas, on surveille bien évidemment cette accumulation qui sera potentiellement le signe qu'on se retourne pour aller chercher un petit peu de liquidité en bas. On va voir s'il y en a la liquidité ici. On a vu hier qu'il y en avait dans cette zone, la zone qui est grisée en rouge ici. On va voir si cette nuit, une nouvelle liquidité s'est créée dans celle-ci. Voilà pour ce que je peux voir. Éventuellement, figure de retournement ici avec cette épaule tête-épaule. Ça irait dans le sens d'un retracement. Maintenant, pour le moment, est-ce qu'on regarde pas du bruit ici? Est-ce qu'on n'est pas sur tout simplement un pullback qui va venir chercher de la liquidité plus haut? Parce que là, effectivement, oui, on en a accumulé un petit peu. On verra ça sur la fin de la vidéo et on reviendra sur le technique après pour venir conclure sur tout ça. Ethereum BTC, j'avais dit hier, on est en bas de range. Je vois pas trop de raison de perdre ce range. Et vous voyez que effectivement, on a tenu le niveau pour le moment. Donc je m'attends peut-être ici à une surperformance légère d'Ethereum sur cette phase-là par rapport à Bitcoin pour éventuellement repasser en haut du range. Pourquoi on avait dit il n'y a pas vraiment de raison de perdre ce range? Tout simplement parce que on a pas mal de liquidités au-dessus sur Ethereum. Et Ethereum, quand on regarde ici la structure de Bitcoin,
Donc là, on est sur Ether. Bitcoin, on est déjà là. Il a déjà pris ce niveau-là. Il a retourné sa 4 heures, alors qu'Ethereum n'a rien fait de tout ça. Donc j'aurais tendance à dire, si Bitcoin latéralise sur la zone, Ethereum a des bonnes chances également de retourner... Enfin, faire un prémisse de retournement, voilà, de sa 4 heures avoir une légère surperformance de Bitcoin sur la journée. On peut le voir éventuellement au travers de mes trades sur lesquels je suis rentré à peu près au même moment, et vous voyez que ici sur le trade Bitcoin, on a un très bon retour à ce stade. Bon là c'est au prix actuel, 26,2, on était largement au-dessus il y a quelques temps, 236%, et sur le trade sur Ether, on est en train de rattraper le retard. Là où on était à 180% à peu près hier, et bien au même prix d'entrée entre guillemets, on est en train éventuellement de reprendre ce retard. Donc je m'attends peut-être à ce que Ether vienne chercher les 1672 ou à minima tout simplement le niveau 4 heures qui pourrait rejeter ici, c'est-à-dire 1658, 1659. Voilà pour l'analyse des deux. Ça peut aussi bien dump, mais on a un retour de dominance sur Ethereum, etc. Enfin voilà, c'est un petit peu ce qu'on avait déjà mis en avant hier. Pas vraiment de raison que Ethereum sous-performe à ce stade, puisque la liquidité va plutôt dans ce sens-là. Total 3, je pense qu'on est toujours un peu au même endroit. Oui, voilà, on est entre deux eaux ici, donc cette distribution qui repousse systématiquement, cette distribution qu'on avait cassée et qui pour le moment semble tenir à la cassure. Voilà, si on dézoome un petit peu sur le Total 3, vous comprenez que on a eu une très mauvaise performance des alts ici, mais néanmoins on a une très légère accumulation, on a une contraction également qu'on peut voir ici, un triangle. Est-ce qu'on rebondit sur cette accule-là, celle qui est la précédente, la daily qui est ici, et ça nous permet de casser cette distribution qui pour le moment nous rejette. Vous comprenez que là on avait le plus bas des plus bas sur les alts, donc Total 3 c'est alt sans Bitcoin et sans Ethereum. Ici on avait le deuxième point bas qui a été trouvé où beaucoup d'altcoins ont revisité leur plus bas, et là on est quand même sur une trend qui peut éventuellement nous dire que soit ça range, c'est-à-dire effectivement on revient faire un point bas pour éventuellement se récupérer, soit ça perd le niveau complètement, c'est-à-dire qu'on aura des alts ici, vous aurez du Solana à 10 $ ou que sais-je, et à l'inverse, soit ça vient péter et ça tient ici la distribution qui est celle-ci. On reste à mon avis, dans tous les cas, une accumulation sur les alts. Je vois pas nécessairement ici ce point partir en bas, encore que vous voyez ici le problème de cette trend qu'on a montré. Celle-ci, et la verte qui est là, c'est que tout simplement on prend 2 points et on fait une ligne de fuite extrêmement longue, donc on pourrait ici, vous comprenez, relever un tout petit peu le niveau et se dire qu'en fait on est encore en dessous et qu'on n'a pas encore cassé et qu'elle nous repousse pour la 4e fois, vous le voyez ici, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Difficile à dire à ce stade, pour le moment je considère qu'on a cassé personnellement, et je considère qu'on est en train de glisser, de faire du ski sur cette trend là. Mais quand on travaille comme ça sur des points de fuite et donc sur des rayons, à partir de 1 an et demi en arrière, vous avez cette espèce de truc qui fait que, bien évidemment, c'est assez difficile d'être ultra précis sur ce qu'il se passe. Voilà, stablecoin dominant, je pense qu'on n'a rien à dire aujourd'hui. On va désormais passer à la partie fondamentale. Alors la partie fondamentale, on va commencer par les journaux et ensuite on ira faire le sujet. Je pense que ça sera mieux articulé de cette manière-là. J'ai pas grand-chose sur le Wall Street Journal, bon si ce n'est les readings d'inflation qu'on a eu hier. On était à 3,7 sur l'inflation au lieu d'un consensus à 3,6, mais on avait effectivement un core CPI qui était en baisse. Et le marché, je pense, l'a plutôt bien pris, au sens où vous le voyez sur cet outil du CME qui permet de savoir ce que pense le marché. C'est plus ou moins un sondage. On a 97% des gens qui pensent que le 20 septembre, donc dans 6 jours, le FOMC ne va pas augmenter ses taux. Et on peut le voir au travers également JP Morgan qui a fait la même analyse dernièrement. On va sur le Twitter de la chaîne, je vous invite éventuellement à vous inscrire, on va bientôt faire 1000 abonnés, donc c'est bien. Et ici, effectivement, cette idée que vous n'êtes pas en train d'acheter du Bitcoin, vous vendez du fiat, et je trouve que ça parle bien. Comment dire ? Enjeu par rapport à la France, enjeu énergétique. Qu'est-ce qu'il se passe en France par rapport tout simplement à ce qui était le fleuron de l'industrie française auparavant, c'est tout simplement le nucléaire. Macron a vendu Alstom à General Electric. Aujourd'hui, il essaye de récupérer une partie des brevets, dont les turbines Arabelle, qui faisaient partie de la vente, mais sur lesquels apparemment il a tout simplement voulu récupérer ce brevet-là, puisque c'est un brevet qui est extrêmement important et qui
permet les réacteurs de nouvelle génération qui sont extrêmement propres et qui permettent même, un brevet extrêmement important. Il s'est rendu compte de son erreur peut-être, et donc du coup il est en train d'essayer de racheter ce brevet. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que je crois que l'Europe a mis 132 milliards d'euros sur l'Ukraine, quelque chose comme ça. Les Américains doivent en être à une soixantaine de milliards, peut-être légèrement plus. Et on ne parle pas ici des coûts cachés de cette histoire, à savoir l'augmentation du pétrole, l'augmentation du gaz en Allemagne, l'augmentation des prix de l'électricité, toutes ces choses-là. Et le problème de un petit peu cette histoire de brevet, c'est que la France a perdu toute forme de crédit en vendant Alstom, et on a assez peu de projets. Aujourd'hui, c'est EDF qui va faire des projets dans le monde. Je crois que EDF a deux centrales nucléaires en projet, et je pense que les Russes en ont au moins 35. Et les États-Unis, pareil, une bonne trentaine, au travers de Westinghouse et General Electric. Il faut comprendre ici que sur donc la reconstruction de l'Ukraine potentielle, si jamais le conflit se termine entre guillemets dans le sens des intérêts de ceux qui se sont mis de leur côté, c'est-à-dire qui donnent des armes, etc. Eh bien, la reconstruction de l'Ukraine est en train de se dealer en ce moment même, et visiblement les États-Unis ont vendu 9 centrales nucléaires à l'Ukraine au travers de la reconstruction. Je me rappelle plus du prix des contrats, mais c'est assez conséquent. Et la France en a vendu combien ? 0. Donc je vous le dis, la France, 2 projets en cours en ce moment sur le nucléaire. Également, principalement quand même, on le voit, des enjeux de réarmement, etc., qui en ce moment profitent surtout quand même à l'industrie américaine, Lockheed Martin, toutes ces choses-là, les fabricants des F-16 et compagnie. Et puis derrière, on se retrouve finalement avec une France qui n'a plus grand-chose de tout ce que on va dire. Je suis un petit peu fan de Gaulle quand même, mais pas totalement, si vous voulez. Tous les grands enjeux, la bonne dette qu'on avait accumulée et qui n'était d'ailleurs même pas réellement néfaste, qui était pour des investissements qui auraient profité à la génération d'après, celle de 50 ans, vient d'être bradée finalement par tout ce qu'on a eu en ce moment dernièrement, et ce depuis une vingtaine d'années, par les dirigeants. Alors est-ce qu'il y a embrouille là ? C'est-à-dire est-ce que ces gens-là touchent quelque chose ? Est-ce qu'il y a corruption ? Est-ce que c'est une question qu'on peut quand même se poser, au sens où tous ces gens-là dorénavant, notamment même on le voit en Union Européenne, ne travaillent pas pour les intérêts propres de leur propre pays, mais finalement peut-être travaillent un petit peu pour leur propre compte en banque. On ne sait pas trop comment ça se passe, mais en tout cas, c'est relativement bizarre. JP Morgan, ça on en a parlé. Cette baleine qui aurait été responsable de frais de transaction à 500 000 $ pour juste transférer 0,20 BTC, je crois, s'avère finalement être Paxos. On a pensé que c'était PayPal à un moment, et en fait c'était le sous-traitant de PayPal pour le stablecoin PayPal qui a fait cette erreur-là. Et donc du coup, c'est Paxos. Peut-être que ça va être remboursé. Visiblement, ils sont éventuellement en train de réfléchir à ça. Et ici, attention sur Solana, grosse vente de tokens qui va arriver. Hier, ça a été approuvé par le juge, mais ce que j'ai déjà expliqué hier, et ce que j'explique, c'est que les tokens ne peuvent pas être unlock avant 2025 à 2028. On en a 12% qui va être unlocké en 2025, et ensuite c'est 2027-2028 pour les 90% qui restent. Donc il n'y aura pas de force de vente sur Solana, il n'y aura pas de pression, tout simplement parce que c'est interdit quand vous avez des tokens lockés, tout simplement de les vendre. Donc ils vont être vendus OTC, over the counter, et là du coup effectivement ils vont être bradés, puisque vous avez potentiellement vous avez un asset que vous ne pouvez pas vendre, donc c'est assorti d'un certain, un petit peu comme un appartement viager si vous préférez, où vous savez pas où sera le prix à tel ou tel moment. Ici, un des membres du Congrès américain qui refuse que la Fed lance une CBDC, enfin la réserve fédérale, donc voilà, ça c'est intéressant. Les libertariens qui commencent ici à s'opposer au projet de monnaie numérique de banque centrale, et ici FTX qui reçoit l'approbation, ça j'en ai parlé, de vendre ses tokens. Ici c'est troublant, cette histoire d'aliens là au Mexique. Je suis allé voir un petit peu, en fait le mec qui présente les aliens ici n'est pas extrêmement fiable. Il a déjà eu des problèmes justement de choses qui se sont avérées fausses par la suite, mais c'est marrant qu'on présente 2 momies d'aliens et que personne ne réagisse trop ici. Voilà pour les news Twitter. On revient sur les news Cointelegraph, etc. Pas grand chose ici de ce côté là non plus. On reparle ici de Paxos. Ici, alors les 10
crypto-monnaies qui ont le plus eu de développement, c'est-à-dire du GitHub, de l'activité GitHub sur les 30 derniers jours. Et finalement, on voit que Polkadot s'en sort très bien, Kusama également, donc beaucoup de développement, beaucoup de développeurs dessus, Cardano et également Chainlink et Dera. Donc ça c'est intéressant, c'est des métriques qui sont censés être regardés. Atom est également dans le top 10, donc voilà, ici vous savez que en tout cas il y a du monde qui bosse sur ces projets-là. Ici on passe également sur celui-ci, on va passer sur ça également. Ici dans la crypto-adoption, l'Inde, le Nigeria et le Vietnam qui seraient devant. Ici, pas grand-chose non plus sur MarketWatch, pas grand-chose aujourd'hui en termes de news économique, ça sera vraiment la semaine prochaine, le FOMC qui va être l'info de la semaine. Et ici, peut-être aujourd'hui, je crois que c'est aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne qui devrait éventuellement faire une hausse de taux, puisqu'on a eu un regain d'inflation un peu plus important en Europe, principalement lié au pétrole aussi. Donc on va voir ici si Christine Lagarde se lance dans cette histoire-là. Est-ce qu'on fait la liquidité avant le sujet? Non, on va faire le sujet, on fera la liquidité après. Alors le sujet, c'est est-ce que notre économie est cyclique? Est-ce que notre économie est bardée tout simplement de cycles économiques? Et donc d'une certaine manière, est-ce qu'on peut prévoir eh bien tout simplement les moments de crise et les moments d'expansion et les moments de récession, reprise, etc. Donc comme vous le savez, un cycle, c'est une sinusoïde comme ça. Vous avez une expansion, vous avez un pic, un plateau, et puis ensuite on redescend, et puis là on a à nouveau une expansion. Voilà, tout simplement les cycles économiques basiques. Un des premiers à avoir travaillé sur ce concept, c'était tout simplement Clément Juglar, un Français, qui a mis en avant des cycles d'une durée de 8 à 10 ans, qu'il a appelé le cycle des affaires. Dans ce que Juglar présentait, en fait, c'était l'idée que tout simplement on avait d'ailleurs il était plutôt pour tout ce qui était monopole et toutes ces choses là, on avait quelqu'un qui avait une idée et puis ça a été repris derrière par Schumpeter qui a vraiment placé l'entrepreneur au centre de son analyse et également pas mal d'autres personnes. Quelqu'un a une idée et puis du coup il remplace une autre idée et puis ça donne une expansion sur, on va dire, ce leader là. Ensuite tout le monde le copie, les prix baissent, ça n'est plus intéressant de produire ce produit là et puis donc du coup l'économie part. Mais en tout cas on a ce côté aussi leader dans l'économie d'une innovation. Et c'est également un petit peu le concept de Kondratiev donc qui est mort au goulag, je pense, parce qu'il disait que, je sais plus pourquoi exactement, je pense qu'il a, à mon avis c'est Staline qui l'a envoyé au goulag pour des raisons diverses. Bref, ici, Kondratiev qui voit des cycles beaucoup plus grands, vous le voyez, une période d'expansion de 20 ans, une période de récession ou de plateau, et puis une période de dépression. 25-50 ans, on va dire 25 ans d'expansion plus plateau et 25 ans de récession, et vous le voyez ici tous les cycles qui sont mis en avant, c'est-à-dire tout simplement 1785-1845, 1845-1900, 1900-1950, 1950-1990, 1990 à la fin. À chaque fois, ça correspond également à une révolution industrielle d'une certaine manière, c'est-à-dire énergie hydraulique, vous le voyez ici dans les années 1780, ensuite l'apparition des machines à vapeur, du chemin de fer, de l'acier, ensuite le cycle de l'électricité de 1900 à 1950, 1950 à 1990 les années du pétrole et de l'avion, et puis à partir de 1990 tout ce qui est technologie de l'information. Il y a énormément de théories qui consistent à dire qu'on arrive dans un cycle exponentiel. Pourquoi? Parce que finalement vous avez internet dorénavant et l'information circule beaucoup plus vite. On va avoir bientôt eh bien tout ce qui est amélioration avec l'intelligence artificielle, toutes ces choses là, et qu'on arrive peut-être dans un cycle tout simplement exponentielle de croissance et de productivité. À voir, en tout cas, est-ce que les cycles de 50 ans vont s'accélérer sur des périodes plus petites? Je dirais que à ce stade, il faut être assez circonspect. Il y a aussi dans les cycles de Schumpeter notamment cette idée de destruction créatrice, c'est-à-dire que vous allez avoir des entreprises qui disparaissent, etc. Et tout ça va recréer tout simplement les conditions d'une bonne expansion. C'est un petit peu ce qu'on a également avec, d'une certaine manière, le keynésianisme, la relance des investissements, toutes ces choses-là. Schumpeter pensait que du coup le capitalisme allait disparaître à son sens et qu'il allait être remplacé par le fascisme et le communisme. Ça tient un petit peu aux années auxquelles aussi il était en activité, on va dire.
Mais en gros, il faut le voir ici comme par exemple dans les technologies de l'information, si on revient aussi des affaires de Juglar, vous avez le Nokia 3310 qui après est remplacé par l'iPhone où on met Internet dans votre poche, on met votre iPod, vos livres, tout ensemble dans votre poche, etc. Puis ensuite vous avez une forme de révolution également du GPS, de la localisation, qui permet d'apporter des subtilités supplémentaires à ces innovations là. Est-ce qu'on est sur la fin d'un cycle Apple au profit d'autre chose? C'est une question qu'on peut se poser aussi. Voilà, on va désormais parler de cycle des nations. Et là, on prend l'analyse de Ray Dalio. Cycle des nations, qu'est-ce que c'est? Vous le voyez là, vous avez le cycle américain ici en bleu qui commence son déclin vers les années 50. Vous avez également je vois pas bien là, mais le cycle russe ici, vous le voyez, comme ceci. Vous avez le cycle japonais qui a été très rapide et qui est désormais déjà en déclin, mais globalement, ce que vous pouvez dire quand vous regardez tout simplement à peu près la totalité de la charte, c'est que vous avez d'abord eu un cycle Dutch, donc Netherlands, Hollande, un cycle hollandais ici. Ensuite, vous avez eu un cycle français dans les nations qui ont été le plus en avant. Ensuite, vous avez eu un cycle british avec le colonialisme, toutes ces choses-là, etc. Et actuellement, on est dans un cycle américain. On voit ici en rouge la Chine, qui va probablement amorcer son cycle. Est-ce qu'il va être aussi court que celui du Japon, puisque la Chine a quand même des gros problèmes démographiques et elle a des gros problèmes à régler de son côté. Donc, est-ce qu'il va être aussi court, tout simplement, que le Japon, ou alors est-ce qu'il va ici pousser plus fort? Est-ce que les Américains vont prendre un regain? On voit en général que sur cette métrique-là, Strange Relative to Peak, on a un déclin qui est de toute façon un déclin, voilà. Donc intéressant à regarder, cycle des nations également, et là on peut voir que ça va tout à fait dans ce que nous on propose comme analyse sur la chaîne. Et encore plus intéressant ici, les cycles de Benner. Alors les cycles de Benner, c'est relativement mystique puisque Benner c'était je crois un agriculteur ou un fermier de l'Ohio. Et en 1885, il écrit un livre où il propose tous ces cycles-là. Donc là on a, vous voyez, 1875, Samuel Benner. Et là, on a cette idée qu'on suit un petit peu des cycles solaires. En tout cas, il trouve une forme de séquence dans les années précédentes d'expansion ou de récession. Et vous voyez que ces cycles, ici, on fait un cycle de 7 ans, un cycle de 11 ans, un cycle de 9, 7 ans, 11 ans, 9 ans, 7 ans, 11 ans, 9 ans. Vous voyez ici en bas, la longueur des cycles. Globalement, ce que vous avez en haut, c'est les années de grande panique. Et ce que vous avez en bas, ce sont les années où il est bon, tout simplement, d'être à l'achat. Vous voyez ici que, par exemple, 2023 est une année où, pour Benner, il serait très très bon d'être à l'achat. 2026, une année correcte pour être à la vente, mais et ensuite, on aurait 6 très mauvaises années de 2026 à 2032. À nouveau, une zone d'achat en 2032 pour là faire un cycle plus important de 8 ans jusqu'en 2035. Donc vous avez des cycles intermédiaires, vous les voyez, ce sont les petits qui sont là. Ici, grosse panique en 2035, c'est en 2034 qu'il faut vendre, sur la montée, 2034-2035. Se dire que ce mec-là a écrit ça en 1875 et que finalement, il a prédit là-dedans la crise de 29, la Deuxième Guerre mondiale, quelque part la crise de Cuba, toutes ces choses-là, le crash pétrolier de 78, finalement 2005 ici et 99, la bulle monétaire. 2005, bon moment d'achat pour des stocks ou pas, je sais pas, mais en tout cas vous auriez vendu en 2007, vous étiez plutôt bien. Vous auriez acheté en 2012, vendu en 2019, alors là on dirait peut-être plus 2021, mais on est peut-être décalé 2 ans ici pour le moment entre guillemets de la crise, mais on voit qu'en 2020 il y a eu le Covid. Rachat en 2023, on sait pas désormais, après on est dans l'inconnu, mais quand on backteste un petit peu les cycles de Benner, je trouve que c'est plutôt dedans. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner si tout ça vous intéresse. À côté de Benner, on a Gann, et je remercie un des modérateurs de notre Discord, Binous, qui est un grand fan de Gann et qui m'a envoyé cette table. Et là, en l'occurrence, Gann voit plutôt 2022, 2023, 2024 comme des années de major panic crash.
Et vous voyez, 2020 et 2021, very high stock price, des années très, très prospères, beaucoup de monnaie en circulation, beaucoup de spéculation. Mais ce que Gann nous dit, c'est que de 2022 à 2026, on est sur des grèves, du chômage et une baisse, la même chose que le A+. Donc là, pour le coup, Gann nous dit plutôt que 2025 et 2026 seront des années de merde, en tout cas sur le cycle économique en prévision. Voilà, j'espère que ce sujet vous aura plu, qu'il aura été clair et pour vous, voilà, qui vous aura apporté quelque chose, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, oui, on peut voir une forme de cyclicité dans l'économie. En tout cas, c'est ce que disent les économistes et c'est ce qu'ils appréhendent. Et donc du coup, voilà, je trouve ça intéressant d'en parler. Et puis puisque en ce moment, on est peut-être dans des zones d'achat où de confronter un petit peu les diverses opinions qu'il peut y avoir. On va sur la liquidité. J'en profite pour vous redire de pas hésiter à vous abonner. On liquide 40 millions hier, c'est pas grand chose, c'est une journée plutôt calme. On liquide 20 millions sur Bitcoin, Ethereum, tout est normal jusque là. Vous voyez quelques altcoins qui sont rentrés ici dans le top 10. N'hésitez pas à aller voir ce qui s'est passé dessus, hein. Ça c'est un indicateur qui peut vous dire peut-être que si là on a poussé très fort vers le haut, il sera peut-être temps désormais de baisser ou pas. Je crois qu'il y a eu hier une fête de Ripple à New York, ou je dis une bêtise, attendez. Oui, c'est ça, pardon. Ce sera le 29, si je ne me trompe pas, le 29 septembre, où il y aura une fête de Ripple pour célébrer la victoire sur la Fed. Il y a des rumeurs comme quoi ils vont annoncer quelque chose de vraiment très fat. Alors à voir ce que ça va être, mais ils ont invité tout le gratin ici, donc pour faire cette fête. Il y a des rumeurs, on en voit de plus en plus passer, comme quoi Ripple va le 29 annoncer quelque chose de vraiment très très gros. À voir, est-ce que ça sera un settlement avec la SEC, c'est-à-dire un accord avec eux? Est-ce que ça sera autre chose? Pour le moment, on n'en sait pas grand-chose. Alors, intéressant de voir que sur cette montée, on a des ordres à l'achat qui viennent sur le spot se mettre. Ça, c'est intéressant. Et on commence à arriver dans une zone où il y a des ordres à la vente. En tout cas, est-ce que c'est des ordres qui se sont décalés de en bas et qui sont remontés là? Non, visiblement, c'est des ordres en plus. Sauf peut-être à penser que ici, vous le voyez, la barre jaune qui devient verte, quelqu'un a décalé. Ici, quelqu'un a annulé également. On a peut-être décalé. Enfin voilà, à voir ici. Mais en tout cas, on commence à avoir une réponse positive de l'action au spot sur cette montée. Marché en levier, on a touché ce point de vente qu'on avait ici, on s'est construit un petit peu sur du long ici, mais on n'a pas une augmentation de l'open interest énorme. Ici, on avait été en revanche beaucoup shorté. Donc là, on avait un point à prendre ensuite. Là, on a été long, effectivement, donc on va rajouter un niveau ici. Donc je vous ai parlé tout à l'heure des 25 888, vous voyez que ça peut être intéressant de targeter à ce stade une perte de l'accumulation du moment et éventuellement un retour dans cette zone-là. Ensuite, ici, pas mal de longues également sur ce point-là. C'est pas faramineux là pour le coup, mais voilà. Pas mal de longues sur ce point-là, et ensuite on se construit également pas mal sur du long. Bon alors sachant qu'il y en a des deux côtés là, puisque le prix augmente, donc c'est normal qu'on casse un petit peu. Et ici vous voyez on a un point de short intéressant, donc on pourrait décaler le point de short qui était celui-ci, juste là. Est-ce qu'on a été shorté sur ce point-là ? Non, pas nécessairement. Enfin, on voit ici que cette poussée de prix là liquide finalement du shorter. On devrait avoir un open interest qui augmente ici quand même. Oui, on a été un petit peu shorté. On peut le mettre éventuellement comme ça, en bleu, et on va le mettre en traitillé parce qu'on a un petit doute là-dessus. Hop, voilà, comme ceci. Donc action de prix, vous le voyez ici là, qui nous dit que si on tient la queue, on va probablement revenir chercher le plus haut local. Vous voyez que ce point-là n'a pas réussi à prendre totalement celui-ci. Mais on n'était pas extrêmement shorté, on n'avait pas mis de points là sur ce niveau-là. Donc soit la Q tient, soit finalement pour moi c'est une revisite potentielle des 26. Là on n'a pas un point conséquent pour moi sur le plus bas, mais comprenez bien qu'on en a quand même en dessous, hein, bien évidemment. Donc voilà pour ça, on va faire ETH maintenant. Ça va être une vidéo assez longue, mais on a fait un sujet assez long également. Alors, ETH, c'est plutôt propre également. Vous voyez qu'on est venu chercher ces deux niveaux-là.
Comment on s'est construit depuis? Vous voyez qu'on est un équilibrium un peu sur le funding, hein. Ça short autant que ça longue. Ici, ça avait longué, on en avait déjà parlé. Ici, on est shorté, mais c'est pas incroyable. Ici, on est longué également, donc là, on va rajouter un niveau ici. Ah bah, il a été pris, pardon. Ici, on est longué également, puisque le prix descend, le funding augmente, donc il y a une anomalie, mais bon, on l'a déjà pris également. Ici, on est plutôt shorté, hein, sur ce point-là. Ensuite, derrière, on est vraiment sur un équilibrium, hein, ça joue avec un funding, vous le voyez, le funding, il passe dans le rouge, il passe dans le bleu, il passe dans le vert, il passe dans le rouge. Voilà, pas grand-chose ici à dire, c'est plutôt voilà, des points sur lesquels le funding latéralise alors que le prix monte. Éventuellement, ce qu'on pourrait dire sur toute cette zone-là, c'est qu'il y a effectivement un peu de points, un peu de longue à venir chercher là. Comme ça. Ensuite, derrière, j'ai une augmentation ici du prix, une augmentation du funding, mais malgré tout ça, j'ai une augmentation de l'open interest, mais malgré ça, j'ai une diminution du prix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce point-là et ce point-là est extrêmement shorté. Pour moi, on allait les prendre. Ils ont rajouté ici à des raisons d'aller chercher tout simplement les deux points supérieurs. Donc, on va juste faire ça. Ce point-là qu'on avait mis là, on va le décaler ici parce que oui, il reste quelque chose potentiellement. C'est pas un 2 pixels, non, c'est bien. Et puis derrière, j'ai un prix qui descend, un funding qui augmente, donc on est effectivement longué sur ce point-là. Là, grosse diminution du funding, vous le voyez, paf, sur cette montée d'ailleurs. Donc on rajoute également un point de short. Le funding, j'espère que vous comprenez le système. J'ai fait un tuto sur Coinalyze, hein, sur la manière dont moi je l'utilise. Ici, tout simplement, l'open interest augmente, donc j'ai plus de contrats. Le funding, en théorie, devrait augmenter puisque le prix augmente. Malgré ça, vous voyez qu'il baisse. Je vois pas des shorts se fermer derrière dans le nombre de contrats, donc j'estime qu'il y a des contrats qui sont rentrés longs. C'est relativement simple, c'est une sorte de réflexion un peu antinomique à avoir et chercher des anomalies quand le funding ne va pas dans le sens du prix. Alors, les liquidités. On a beaucoup plus de long que de short, c'est normal. On a pété du short ici sur les 5 derniers jours. On en a bien éclaté. Ce point-là n'a pas été pris. Vous voyez que c'était une grosse position quand même. On a encore une petite zone où on voit qu'il y a pas mal de leviers 100 qui pourraient éventuellement venir nous faire une mèche supplémentaire pour venir prendre les deux niveaux, celui-ci et celui-ci. Mais assez peu de short dans la zone intermédiaire. Donc ça, puisqu'on a fait cette mèche-là, on a été repoussé. Ici, ça a fatigué les shorts. Ils sont plus nécessairement dans l'intermédiaire. Donc voilà, si jamais on descend en bas, on a parlé des 26, je pense que c'est clean, 25,4 ici. On pourrait même aller jusqu'à 25. Enfin, ça, je vous expliquais également qu'il y avait une possibilité qu'on revienne retaper ce niveau-là et même retaper en dessous. Hein, j'ai aucun problème avec ça. Mais voilà, c'est intéressant. Ensuite, Bitcoin, il a mieux nettoyé, hein, le pépère, là vous voyez qu'on avait une grosse position, il est vraiment venu la chercher sans aucun problème, et pour le coup, sa boîte de liquidité au-dessus, elle reste à peu près, pardon, c'est Ether ça. Il a bien nettoyé pour le coup, on avait ces niveaux-là. Maintenant, je vous ai expliqué la sous-performance relative, donc il avait vraiment besoin de pousser un peu plus fort ici. Ether, en termes de niveau où il est très largement en dessous de Bitcoin, et il a un potentiel haussier, vous le voyez, même le delta est moins important, etc. Le problème, c'est qu'il va suivre Papa Bitcoin. Il y a de la liquidité, oui, effectivement, mais sauf à exploser littéralement un moment, c'est-à-dire qu'en une minute, on vient prendre toute la liquidité sur Ether, ce qui est une potentialité, donc un trade, alors je dis pas de longuer sur ces niveaux-là, mais un trade sur Ether en ce moment est peut-être plus rapide que Bitcoin, puisqu'il est en retard. Maintenant, est-ce qu'il va rattraper son retard? C'est un petit peu la question du moment. Le sentiment sur les 12 heures, on est plutôt shorté sur les 12 dernières heures, vous le voyez. Et en l'occurrence ici, la borne à prendre, ça serait 26 700. Sur la 7 jours, il nous reste un petit truc à prendre également à 26,8. On a créé cette boîte de liquidité. Est-ce qu'elle monte à un niveau supérieur? On va se rappeler ici des 25 800, voire potentiellement 26. On va garder juste là où c'est un peu vert quand même. 25,9, donc on ira l'updater tout à l'heure sur la chart. On m'a demandé de plus faire le 1 mois. Alors moi, je crois pas trop au 1 mois. Je pense pas que beaucoup de monde soit encore en position au levier x100 depuis 1 mois. Mais pour avoir les proportions ici, vous voyez qu'on a bien bouffé sur la 1 mois la zone du bas. Il y avait encore quelque chose à venir prendre à 24,7 et que pour le moment, la zone des 26,8, toute proportion gardée, est tout simplement
la target, je dirais, hein, sur ce niveau-là. Et vous avez bien sûr ensuite 29 et puis 31 200 qui sont encore au-dessus. En tout cas, 23,5 est une possibilité et 20 000 est une possibilité également. Hein. Ici, il faut voir que ça peut partir dans les deux sens. Cela dit, on a bien bouffé cette boîte qui est peut-être même plus récente. Hein. Vous le voyez, si on se base à 2 semaines, ici, si on garde ce qui s'est passé il y a les 2 dernières semaines, eh ben, on n'est pas shorté depuis très longtemps. Ça va peut-être bientôt passer rouge. Et ça, sur la 1 mois, eh ben, c'est relativement récent également. Ça date de moins de 2 mois. Mais je pense que c'est à peu près pareil. Finalement, on est dans une forme d'équilibre ici, si ce n'est qu'on a pris en bas. Donc pourquoi pas venir prendre l'intermédiaire en haut. Ethereum. Plutôt shorté également, hein, au niveau du sentiment. 7 jours, bah, Ethereum, il a plus que... Enfin, il a cette boîte de liquidité également en dessous, pardon, jusqu'à 1520, mais là, on a peut-être quelque chose à venir faire à 1007. On en a déjà parlé hier. Et puis, ensuite, sur la 1 mois... il a bien nettoyé également sa boîte intermédiaire comme Bitcoin, 1290 à la baisse et 2000 à la hausse avec un gros point à 1800. Il avait bien nettoyé ici ses shorts déjà, donc dans les 2 semaines on a un niveau ici intermédiaire qui est moins puissant. Mais bon, voilà, ici ça nous donne pas forcément, encore une fois, la direction, mais ça nous donne plutôt une idée de la proportion, voilà. On revient sur Bitcoin, on fait l'analyse en petite time frame. Alors je vous ai déjà montré un peu cette idée de élargissement ascendant ou biseau descendant. Je vous ai déjà montré la traîne. On a déjà fait une bonne partie, je pense, de cette analyse-là. Je vous ai déjà montré également les 4 heures qui, là, vous voyez qu'on joue avec. La question, c'est quel est le niveau de défense de la boîte précédente. Est-ce qu'une bonne partie des gens ici ont TP, par exemple, tous ceux qui avaient vraiment l'argent et qui voulaient acquérir des positions pour passer sous les 25, est-ce qu'elles ont en grande partie TP? Qu'est-ce qui reste finalement dans cette boîte-là? Ici, on avait dit 25,9 pour cette boîte de liquidité là, donc on va venir l'augmenter à 25,9 comme ceci. Si on commence à venir la visiter, l'attaquer, est-ce que ça nous renvoie tout de suite vers le bas de cette boîte de liquidité qui est là et cette zone potentielle d'achat ici? Question en suspens également. Hein. Pour l'instant, on tient une jolie trend haussière. On a vu qu'on était pas mal shorté sur ce niveau-là, donc on peut peut-être estimer qu'il va y avoir une jambe supplémentaire. La demande au spot est pas incroyable, hein. J'ai regardé tout à l'heure les CVD, c'était pas foufou. Triangle ascendant, ça peut être intéressant, construire un triangle ascendant là-dessus, c'est-à-dire ne pas perdre la Q pour le coup. Alors pour l'instant, tant qu'il n'a pas cassé, on ne sait pas. 1, 2, 3, 4, un rejet supplémentaire ici, et une 5 qui vient casser. Target d'un triangle ascendant, c'est on prend l'amplitude de la figure qu'on reporte au point de cassure, et encore une fois, on ne reporte rien tant qu'il n'y a pas eu de vraie cassure. Et là, ça nous emmènerait vers les 27 600. Pourquoi pas, ça peut se faire en une mèche également, hein, et on tiendrait le niveau 4 heures à la baisse. C'est-à-dire, vous voyez, ici, on a dit 27 600. Ça nous ramènerait juste en dessous de cette mèche-là. Donc on viendrait couvrir ce gap-là. Vous voyez qu'on a une imbalance là. On a délivré, dans cette imbalance, on a délivré assez fort. Tout en haut de ce point-là, éventuellement prendre la liquidité là-dessus. Pourquoi pas, sincèrement, c'est une chouette target. C'est une chouette target. Moi j'avais mis quoi? J'avais mis le fair value gap ici à 27. Et on avait mis un fair value gap encore en haut, un reliquat de fair value gap à 28,5. Donc on va voir comment tout ça se construit. Personnellement, je suis relativement confiant sur le retournement de la 4 heures, on va dire comme ça. C'est-à-dire que est-ce qu'on ne serait pas dans une structure qui ne va pas donner de nouveaux lots pour le moment, hein, et retourner une 4 heures pour venir chercher une partie de la liquidité qui est en haut? Je suis plutôt confiant là-dessus. Donc je pense que là, moi personnellement, j'ai pas mal dérisqué mes trades. Donc si je dois rentrer quelque part, ça va être éventuellement sur un lot incrémental qui sera moins bas que le suivant, et pour l'instant je laisse mes runners se faire prendre. Je ne renforce pas ma position ici dans cette zone parce que la zone m'intéresse moins que vous voyez qu'on est en haut de range ici, etc. Enfin voilà, la zone m'intéresse pas vraiment. Mais du coup je pense que j'ai terminé, il n'y a plus grand chose à dire là-dessus. Si on tient la Q et qu'on fait une jambe supplémentaire, tant mieux. Derrière, il faudra quand même s'attendre à un retracement. Ici on a assez peu retracé, hein. Vous voyez que on a eu cette poussée et derrière on a retracé peut-être moins de... On va regarder ça.
On a retracé 0,5, bah, c'est quand même correct. Quasiment 0,5, on est juste en dessus. Ouais. Non, c'est quand même correct. Autant pour moi, j'avais pas la notion des choses, mais c'est pas trop mal. Personnellement, je m'attends plutôt à un retracement de 60-61. Peut-être qu'on prenne cette boîte de liquidité ici, mais d'abord peut-être une attaque de la boîte de liquidité supplémentaire. Ça serait ça mon best case scénario. C'est-à-dire, sous-entendu, on vient peut-être manger un petit peu de cette boîte. Pourquoi pas les 27,5? Pourquoi pas le triangle ascendant? On va voir ici ce que ça dit. Triangle ascendant en haut de quelque chose. Pourquoi pas? C'est une figure qui existe. En général, moi, je préfère quand ils sont en bas. On a en général des très beaux triangles ascendants dans des figures comme ça de retournement. Vous voyez, un petit peu comme des triangles ascendants de creux. Là, triangle ascendant de sommet. Pourquoi pas? Ça existe. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. On a fait 40 minutes aujourd'hui, vous voyez que ça vous avait manqué. Je pense qu'on avait fait pas mal de vidéos relativement courtes. Et là, pour le coup, bah voilà, ça y est, on repart sur une vidéo de 40 minutes. Je vous remercie de votre attention, votre écoute, etc. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et en l'occurrence ici, la question du jour, je vais mettre en pause parce que j'ai pas du tout d'idée. Allez, on va dire combien de kilomètres est-ce que vous faites par an? Personnellement, j'en fais pas beaucoup parce que je travaille de la maison, donc j'en fais pas beaucoup. Mais voilà, je pense que c'est une question intéressante pour discuter d'autres choses. Combien de kilomètres est-ce que vous faites par an? Et voilà, ça sera la question du jour. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve demain pour une nouvelle analyse. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.